Alors peut-être pour poursuivre, et puis après on passera la parole à Marion Lory, mais c'est vrai que cette question du risque et puis du droit au risque, c'est quelque chose qui est effectivement compliqué parce que finalement, beaucoup de professionnels peuvent avoir l'impression que quand le risque est pris, ça va générer une responsabilité juridique et qu'ils peuvent se sentir vite responsables par rapport à l'établissement, par rapport à leur pratique. Comment finalement on peut, au sein d'un établissement, un EHPAD, aborder, négocier les risques qu'on prend avec une personne, leur accorder un droit au risque, et comment éventuellement dans une institution, dans un EHPAD, on peut affirmer, afficher que certaines personnes peuvent prendre ce droit au risque, comment éventuellement on l'explique, on le communique à l'entourage, à la famille. Donc comment concrètement, comment pratiquement on peut prendre ce droit au risque, et est-ce que ça n'implique pas des fois des conflits avec certains professionnels qui ont beaucoup de difficultés à ce que justement ces risques soient pris? Et puis après, Donc effectivement, la question du risque perçu, qui est largement au-delà du risque réel. Notre obligation, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que nous devons essayer de mettre en œuvre les moyens pour prévenir des risques que peut encourir un de nos résidents. Mais nous n'avons pas une obligation de résultat. Mais malheureusement, c'est souvent perçu comme ça. Et puis la hantise de la réponse d'une famille. Voilà. Donc les risques ils sont perçus très différemment selon les professionnels. Alors j'en parlais avec une collègue qui a une bonne cinquantaine d'années, je vous dis tout à l'heure, et puis qui me disait, je lui dis mais puis vous êtes maternante, et elle me dit mais oui c'est vrai. Et en fait quand ils sont plus capables, que leur parole n'est plus considérée, ça veut dire que le lieu de la décision n'est plus dans la personne, mais dans l'entourage. Et donc cette responsabilité, cet engagement pour l'avenir, c'est aussi du stress encore, qui va s'ajouter chez celui qui doit décider pour l'autre, et qui va en général aller plutôt vers le côté sécuritaire que le côté liberté. Voilà. Donc les familles en général, pensant bien faire, mais vous savez tous que l'enfer est pavé de bonnes intentions, vont renforcer le besoin de sécurité. Et puis, en discutant avec eux en tant que psychologue, en général, honnêtement, c'est pas très compliqué de comprendre que le droit au risque, le risque, c'est le sel de la vie. Hein. C'est ce qui lui donne du goût. En tant que psychologue, je peux vous assurer que des gens qui sont bien lavés, bien nourris, bien soignés, bien peignés, malheureux comme les pierres, j'en vois tous les jours. Voilà. Mais ils n'ont pas de risque. Hein. Mais ils ne sont pas heureux. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Je veux bien rebondir pour dire qu'effectivement, cette hésitation entre sécurité et liberté, on la retrouve aussi au domicile, où écouter le projet de vie de la personne concernée, le confronter au point de vue de la famille qui effectivement peut vouloir protéger, peut vouloir accompagner, peut vouloir sécuriser parce que éloigner géographiquement, ça peut grandement pénaliser la liberté de la personne et son discours, et du coup tout est une affaire d'équilibre et de prise en compte des différents points de vue donc de la personne, de son entourage et aussi des professionnels présents. Et je vous rejoins sur effectivement notre capacité à accepter des modes de vie différents, des choix de vie qui peuvent être aussi différents dans l'aménagement d'une maison, dans la fonction des pièces, dans les moments de la journée. On n'est pas tous conçus de la même manière, et donc du coup c'est plus ou moins facile de considérer que ce mode de vie va être dans la norme de ce qu'on imagine d'une personne âgée à domicile, ou acceptable parce qu'il y a des services autour qui sont en place, et du coup il y a des professionnels dont effectivement c'est un petit peu le travail de faire de la médiation entre ces différentes parties, d'essayer de peser les différentes solutions possibles et d'accompagner les décisions, parfois aussi en expliquant à la famille que c'est le choix de la personne et que du coup il n'y a pas d'élément de mise en danger ou de risque réel, parce qu'effectivement risque perçu, risque réel, c'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans les situations à domicile, et du coup d'essayer d'éclairer les choix en ayant toujours le projet de la personne au centre. Juste un mot pour dire, en EHPAD, on a une chance, ça s'appelle le soin palliatif.
Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, le soin palliatif. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Le soin palliatif, c'est juste réfléchir autrement et se dire que finalement, la qualité de vie est plus importante que la quantité de vie. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour le droit au risque? Est-ce que finalement, il vaut mieux pas prendre des risques, vivre peut-être moins longtemps, mais être heureux? Pour revenir sur ce que vous présentiez comme difficultés, quelles sont pour vous les difficultés que vous identifiez peut-être les plus importantes? Quelles sont les menaces que vous identifiez à domicile, éventuellement sur la question de la liberté des personnes? Et puis peut-être en amont de l'entrée en EHPAD, on sait que c'est une source de difficulté qui peut être très importante. Certaines personnes peuvent ressentir l'entrée en EHPAD comme une source de dépossession de leur choix, de leur vie. Voilà. Quel écho vous pouvez avoir aussi par rapport à votre pratique sur ces difficultés? Et vous parliez à un moment donné de place de médiation, de faire médiation entre l'entourage, éventuellement le conjoint, la conjointe, les enfants avec la personne. Quelle est votre place par rapport à ces difficultés-là? Alors dans les difficultés d'appréhender l'EHPAD, alors ça dépend, je dirais, l'histoire de chacun et de quoi se composent nos vies et notre projet de vie en fait, et comment est-ce qu'on aborde le collectif. Généralement, effectivement, c'est vécu comme un espace de privation potentielle de liberté parce que je ne pourrai plus décider à quelle heure je vais prendre mon petit déjeuner, je ne vais pas décider à l'heure à laquelle je vais pouvoir me laver parce que je vais rentrer dans un circuit de soins, je ne vais pas forcément pouvoir entrer et sortir comme je le veux. En tout cas, dans l'imaginaire des personnes du domicile, on va être sur ce type de réflexion. C'est aussi se confronter à son autonomie et à son éventuelle perte d'autonomie, du coup d'avoir conscience qu'il y a des choses qu'on faisait très bien il y a quelques années, qu'on fait avec de plus en plus de difficultés, et d'accepter l'idée de se faire aider ou d'être accompagné. Donc avant l'EHPAD, il y a plein d'autres étapes possibles et envisageables en termes d'aide à domicile, qui du coup touche à l'intimité de votre espace de vie, de l'endroit que vous pouvez avoir habité depuis des dizaines d'années, aménagé vous-même, vu y voir grandir vos enfants, les avoir vus partir, avoir du coup on va dire des modes de disposition des pièces dans l'habitat qui correspondait à une vie de famille, et du coup tout ce processus de je peux plus monter mon escalier aussi facilement qu'avant, je peux pas monter mes packs d'eau, c'est un cheminement à accompagner qui effectivement sur tout le volet aide passe par des phases d'acceptation. Et alors après sur tout ce qui va concerner les menaces entre guillemets sur la vie à domicile, moi je dirais c'est effectivement d'être aujourd'hui bien informé sur tout ce qui existe comme possibilité, comme alternative, comme modalité. Alors on est dans un paysage très complexe, enfin au moins complexe, où en fonction de votre âge, de votre degré d'autonomie, vous ne dépendez pas forcément des mêmes dispositifs, pas forcément des mêmes administrations, qui ne discutent pas forcément entre elles sur votre parcours, et donc du coup qu'est-ce que j'ai comme possibilité et comme choix pour mon vieillissement, c'est pas forcément très évident. C'est pas aussi simple que domicile sans aide ou établissement médicalisé. Il y a des possibilités nombreuses entre les deux, mais encore faut-il savoir où aller chercher l'information, avoir aussi pour une part une curiosité, c'est-à-dire de franchir la porte d'une résidence autonomie, d'un EHPAD, d'aller voir à quoi ça ressemble, de prendre conscience que l'EHPAD du coin de ma rue peut être assez différent de l'EHPAD que je vais trouver un peu plus loin, mais qui correspond peut-être mieux au projet que je recherche. Et du coup, de prendre le temps. Et c'est vrai que nous, on invite
à l'anticipation, en tout cas à la réflexion, c'est-à-dire de prendre le temps pour ne pas se retrouver dans l'urgence d'une situation médicale et du coup se retrouver contraint avec une hospitalisation en urgence, un médecin qui vous dit que le retour à domicile n'est pas possible et une entrée en EHPAD qui se fait dans la difficulté. Juste pour avoir une idée, quand vous dites ça dépend de l'endroit où on habite, est-ce que les clics sont uniformément répartis dans tout le territoire des Pays de la Loire? Il n'y a pas de malice. Hein. Non, non. Alors non, aujourd'hui les clics sont effectivement pas forcément uniformément répartis et organisés de la même manière dans tous les territoires de la région. Dans le territoire que je connais le plus, qui est donc celui de la Loire-Atlantique, le territoire est pratiquement intégralement couvert en clics de proximité, donc c'est 21 clics aujourd'hui sur le territoire départemental. En Vendée, ils sont en processus d'intégration par le département dans une logique de maison de l'autonomie, donc du coup de rapprochement des problématiques personnes âgées et personnes en situation de handicap. En Maine-et-Loire, ils sont plutôt comme en Loire-Atlantique et je pense qu'ils couvrent l'ensemble du territoire. En Sarthe, ils sont intégrés au département et en Mayenne aussi, je pense. Voilà, c'est ça. Je voudrais vous interroger tous les deux sur un aspect par rapport à la sécurité dans le lieu de vie. C'est une évidence que la notion de sécurité aujourd'hui est devenue et devient de plus en plus un marché, avec des dispositifs, des objets techniques qui alimentent cette pulsion ou ces envies, ce désir de sécurité. J'aurais aimé avoir votre perception, vos sentiments sur à la fois les dispositifs de sécurisation, de sécurité. Alors, il y a une multiplicité de dispositifs anti-chute. Alors, jusqu'où on est en train de veiller, jusqu'où on surveille. Voilà, donc il y a un certain nombre de questionnements qui peuvent être importants. Quelles menaces, encore une fois, vous identifiez? Parce que on est très triste de ne pas pouvoir accueillir Jawad Ajam, qui est développeur et qui accompagne un certain nombre de dispositifs techniques qui vont parfois très très loin au domicile, entre autres sur la quantification de certains types de comportements au domicile, la nutrition, le sommeil, etc., qui va produire des dispositifs d'alerte, etc. Il y a de plus en plus de choses qui existent et ce n'est pas forcément sans questionnement éthique. Donc j'aurais bien aimé avoir votre perception, vos remarques sur éventuellement les dispositifs qui existent à domicile et puis qui peuvent exister aussi en EHPAD, et puis voir comment vous appréhendez les effets éventuellement négatifs de ces dispositifs. Je vais parler des EHPAD. Donc en EHPAD, pour moi, il y a un gradient, quelque chose de progressif, qui va de la liberté pure et simple, d'aller et venir, tant est qu'elle existe, hein, parce qu'il y a des heures à partir desquelles les portes sont fermées, mais on peut quand même appeler pour rentrer. Je dois pas fonctionner avec le micro. Donc après, vous avez différents moyens. Alors, le moins technique et le plus ancien qui existe depuis toujours, ça s'appelle la porte à code. C'est rudement efficace. Hein. On n'a pas fait plus liberticide et plus sécuritaire. Alors quand je suis confronté à des familles ou des chefs d'établissement, parce que je suis un pourfendeur des portes à code, je leur rappelle qu'en tant que parent, moi aussi j'ai des enfants et il ne faut pas qu'ils prennent trop de risques. Et donc le meilleur moyen, ce serait probablement que le matin, avant de partir, je les enferme dans leur chambre. Et comme ça, le soir, je suis sûr de les retrouver en bon état. Et pour la sécurité, c'est merveilleux. Hein. Après, est-ce que c'est bon pour eux? Je ne suis pas convaincu. Pour moi, oui. Donc on en revient toujours à la question du choix, en fait. Pourquoi on fait les choses? On les fait pour nous ou pour eux? Voilà. Alors, le plus vieux moyen, c'est celui-là. Bon, techniquement, on a inventé beaucoup de choses, donc je me suis largement penché sur la question avec les mondes géolocalisables. En EHPAD, nous avons différentes solutions. La vidéosurveillance, qui en général ne sert pas à dire « Oh là, il y a quelqu'un qui est sorti », mais qui est un dispositif complémentaire d'un protocole concernant la disparition d'un résident. En fait, pour avoir échangé avec la gendarmerie, qui est quand même concernée en cas de disparition, eux souhaitent avoir un signalement de la personne. Et pour avoir le signalement le plus fiable, c'est-à-dire savoir comment elle est habillée quand elle est partie, ben la vidéosurveillance, c'est très intéressant. On l'a mis en place dans l'EHPAD où je travaille depuis 13 ans, et elle ne sert jamais, en fait, parce qu'on n'a jamais perdu personne. Mais, si quelqu'un disparaît un jour, on pourra dire comment il était habillé.
Il existe effectivement d'autres dispositifs plus contraignants. Donc, je vous ai parlé des montres géolocalisables. Alors, il y a différents modèles. Certains permettent juste, comme on peut le faire avec les smartphones aujourd'hui, de géolocaliser une personne à la demande. C'est ce qu'on utilise. Ils ont rajouté des possibilités de restreindre le périmètre, c'est-à-dire un périmètre d'alerte. Ah, déjà, la sécurité est plus serrée, hein. Et puis, vous avez d'autres dispositifs donc, qui sont liés directement. Je peux citer des marques ou pas ? Oui, on est entre nous. Donc, vous avez Vivago, pour ne pas le citer, qui vous implante des antennes sur tout le périmètre. Alors, ça coûte horriblement cher. Et dès que la personne franchit ce périmètre, ça sonne de partout. Donc là, pas de risque. Avec Keruvé, la montre géolocalisable, vous avez un petit terminal, et si vous programmez, quand elle sort, elle va trop loin du terminal, ça se met à sonner. Et puis vous avez aussi les puces RFID. Alors c'est un nom compliqué, mais on connaît tous. C'est les antivols de magasins de fringues. Tout simplement. Donc une petite puce qu'on colle dans les vêtements, et dès que la personne, elle passe le portique, comme dans un magasin, hein, bah, ça se met à sonner. Donc hyper liberticide à mon sens, et économiquement pas rentable. Pour donner un ordre d'idée, le devis sur un établissement, on est aux alentours de 6-7 000 euros par accès. Si vous voyez un EHPAD, le nombre d'accès, vous calculez, ça fait peur. Et puis on a inventé encore d'autres dispositifs merveilleux. Alors des dispositifs qui permettent de savoir quand le résident se lève de son lit. Alors là, dès qu'il se lève, hop, on accourt. Donc là, son périmètre est encore plus restreint, c'est le lit. Et puis je crois que le plus vieux de tous, il date des années 50, hein, il me semble, professeur Laborie, l'argactile, non, c'est les neuroleptiques. En fait, c'est la sédation la plus facile, la plus insidieuse, la plus masquée. Voilà, c'est des médicaments, vous êtes shooté, vous déambulez plus, vous faites plus rien. Voilà. D'accord. J'aurais dû prendre dans l'autre sens. C'est ça, c'est difficile de rebondir après. Alors sur le domicile, on a aussi effectivement des différentes technologies qui existent. Alors on a la téléassistance qui est effectivement le dispositif permettant d'alerter un contact familial. On est en contact avec une plateforme téléphonique. Alors en termes de restriction de la liberté, c'est assez simple parce qu'il y a un bon nombre de gens qui sont abonnés qui la rangent dans le tiroir de la table de nuit parce que les enfants ont voulu prendre la téléassistance, puis en fait qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas, ça ne change pas grand chose puisque s'ils tombent, ils ne peuvent pas l'activer parce qu'elle est pas sur eux. Voilà. Alors là, avec des débats aussi qu'on peut avoir sur l'esthétisme de ce type de dispositif, qui ne sont pas tous comme une jolie montre, voilà, même s'il y a des évolutions notables, voilà, bon, vous pouvez choisir de le porter en montre ou en pendentif. Voilà. Après, effectivement, dans les innovations, on va retrouver tout ce qui est effectivement téléphone, montre, géolocalisable. Ça marche aussi sur le volet du domicile, avec toute la question des périmètres. Enfin, je vous rejoins tout à fait sur c'est quoi le périmètre, on va dire, où il n'y a pas de risque et à quel moment le dispositif se déclenche et se déclenche auprès de qui, c'est-à-dire qui est la personne qui est référente et qui est amenée à aller chercher la personne si elle sort de son périmètre. Et puis on a tout un champ d'innovation technologique sur le domaine du logement connecté, où là effectivement on peut analyser donc soit la consommation d'électricité, donc est-ce que dans la journée le moyen de cuisson a été utilisé. Alors on peut aussi analyser les consommations d'eau, ou les ouvertures et fermetures de portes. Et donc du coup, ces systèmes-là sont en capacité de générer des algorithmes de votre vie au quotidien, et si un jour vous avez un rythme de vie très différent des jours précédents, ça peut générer une alerte. Alors là, effectivement, en termes de restriction de liberté, alors pour moi, ça dépend vraiment comment la personne se positionne par rapport à ce dispositif. Si c'est un choix d'avoir un dispositif d'assistance de ce type-là chez soi, comme on peut avoir sur l'activité physique, on a de plus en plus d'applications qui mesurent votre nombre de pas, qui vous donne un petit peu votre curseur.
pourquoi pas. À partir du moment où c'est mis en place dans un objectif de protéger la personne, mais que la personne n'est pas consciente que son rythme de vie est observé et analysé par un ordinateur, là effectivement je pense qu'en termes éthiques, il y a un peu plus de matière à réfléchir et en tout cas à s'interroger. Après, c'est des choses qui se mettent en place, qui existent, pour lesquelles les opérateurs viennent nous rencontrer pour équiper nos équipements. Donc voilà, c'est des questions qu'on a à travailler encore largement pour l'avenir.